Bonsoir, bienvenue à tous pour ce webinaire sur la hanche. Je vous remercie à tous d'être présents et surtout qu'on a eu quand même plutôt des bonnes nouvelles en fin d'après-midi par rapport à la sortie du confinement. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, on va scinder ce webinaire en deux parties. Une première partie où on va faire un petit topo sur la prise en charge des pathologies de la hanche. Ensuite, on va pouvoir enchaîner avec les questions. Donc, sur le côté, vous avez la possibilité dans l'onglet questions, donc de pouvoir poser toutes vos questions auxquelles je répondrai par la suite. Allez, on enchaîne parce qu'on a un programme assez dense. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'apport de la reprogrammation neuromotrice dans la prise en charge des pathologies motrices de la hanche. On va commencer tout de suite par quelques généralités sur la hanche. Donc, il faut savoir que la hanche est un enjeu économique certain, puisqu'on a plus de déjà 100 000 prothèses de hanche par an, qu'avec la population qui est vieillissante, c'est un secteur qui va être amené à se développer de plus en plus. Vous voyez sur la slide que rien qu'aux États-Unis, le nombre d'interventions au niveau de la hanche a été multiplié par 18 en 10 ans. Et donc, du coup, dans les années à venir, c'est quelque chose que vous allez retrouver fréquemment au niveau de vos patients et au niveau de vos cabinets. On va faire quelques petits rappels anatomiques assez brefs. J'ai juste retenu des choses qui me semblaient assez importantes au niveau de la hanche. Donc, au niveau de l'anatomie, on ne va pas tout reprendre, mais donc, il s'agit d'une articulation de type énarthrose qui autorise donc une grande mobilité. Ça a son importance. C'est quelque chose qu'il va falloir maintenir le plus longtemps possible. À savoir aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la meilleure coaptation de l'articulation de la hanche se situe aux alentours de 90 degrés de flexion du fémur sur l'iliaque. La cavité cotyloïde, les orientations sont intéressantes à connaître, surtout pour les manipulations. La cavité cotyloïde regarde en bas, en dehors et en avant, et la tête fémorale regarde en haut, en dedans et en avant. En décharge, le plus grand relâchement sera obtenu aux alentours de 15 degrés de flexion, abduction, rotation externe. Moi, personnellement, je m'en sers assez souvent pour travailler le relâchement, notamment tissulaire et musculaire, que ce soit en kiné ou aussi en ostéopathie. Ce qu'il faut savoir aussi et à bien avoir en tête au niveau musculaire, c'est qu'il existe, comme au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule, il y a vraiment une grande disbalance au niveau des rotateurs, avec des rotateurs externes qui sont assez puissants et des rotateurs internes beaucoup plus faibles. Et c'est quelque chose qu'il faudra travailler si on a vraiment une trop grande disbalance au niveau de ces rotateurs. En biomécanique, les mouvements majeurs que l'on retrouve, ce sont donc bien sûr la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation interne et externe. Il est important de connaître aussi ces mouvements mineurs d'antériorité, de postériorité et d'interne-externe, notamment dans les micro-manipulations pour pouvoir des fois débloquer cette articulation où on retrouve fréquemment des douleurs dues à des micro-pincements au niveau notamment polaire. Quelque chose aussi d'important à retenir en biomécanique, c'est le positionnement de la hanche lors des activités sportives qui fréquemment se retrouve en rotation interne et adduction, ce qui va notamment entraîner des contraintes, non seulement au niveau de la hanche, mais aussi au niveau du genou.
et on sait très bien que c'est un facteur, l'instabilité au niveau du bassin et de la hanche, c'est un facteur éventuellement notamment pour les ruptures ligamentaires du genou. Donc c'est quelque chose à vraiment aller bilanter et à corriger si besoin. Savoir aussi que le contrôle de la flexion, abduction, rotation de la cuisse, elle nécessite une coactivation entre tout ce qui se retrouve autour de la hanche, donc à savoir la paroi abdominale, les fessiers, les ischio-jambiers, pour contrôler en permanence le bassin, notamment à la bascule et la position du rachis lombaire. En appui unipodal, et ça c'est vraiment quelque chose de très important dont on verra tout à l'heure, notamment en reprogrammation neuromotrice, le principal stabilisateur du bassin, c'est le moyen fessier. Donc c'est un muscle à aller bilanter, et on le verra en reprogrammation neuromotrice quand on peut retrouver fréquemment des inhibitions motrices au niveau de ce moyen fessier qui peut provenir de multiples facteurs, voire même des choses des fois à distance. Il est à noter que un mauvais positionnement de la posture au niveau du rachis lombo-pelvien va entraîner un déficit assez fréquent des fibres postérieures du moyen fessier, et ce qui peut entraîner à terme une inhibition motrice avec des gens qui ont l'impression de ne pas avoir de déficit, mais quand on fait un testing, même chez des fois c'est des sportifs, on retrouve fréquemment une grosse différence entre les deux côtés au niveau des moyens fessiers. Donc, quels vont être les objectifs de la rééducation? Eh bien, ils sont multiples. Dans un premier temps, bien sûr, et c'est la demande expresse du patient, ça va être de lutter contre la douleur. Ensuite, c'est de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, au maximum la mobilité. Il resterait notamment la micromobilité, et améliorer donc les synergies musculaires, que ce soit vraiment au niveau de la hanche ou du rachis, ainsi que la stabilité de tout le bassin. Pour ça, on va corriger les déséquilibres musculaires, donc des stabilisateurs du rachis, du pelvis et de la hanche. Les étirements, oui, peuvent être intéressants et vont être surtout focalisés sur les rotateurs de hanche, les adducteurs et les ischio-jambiers, afin de restaurer un maximum de mobilité. Enfin, une fois que tout ça a été bien travaillé, il faut entamer un programme de reprogrammation neuromotrice pour apprendre à bien contrôler son bassin, ce qui est souvent assez compliqué. C'est une zone du corps dont beaucoup de patients ont du mal à sentir et à contrôler, à maîtriser. Donc, on va passer du temps à pouvoir travailler ça. Les principes, moi j'en ai mis 3 essentiels pour moi. Dans un premier temps, c'est impliquer le patient dans son traitement. Ça, bien sûr, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le praticien et le patient. Il faut que le patient soit acteur de sa rééducation. Donc, l'éducation thérapeutique va ici prendre tout son sens, bien sûr, hein, parce qu'il faut expliquer pourquoi on va travailler, quel est le but de chaque exercice. On sait très bien qu'un patient va être d'autant plus impliqué dans ses exercices et dans sa rééducation s'il y connaît les tenants et les aboutissants de chaque exercice et la finalité de la rééducation. La communication, elle est importante, bien sûr, inter-patient, inter-patient professionnel, mais aussi pour ceux qui travaillent dans des centres ou dans des clubs sportifs. La communication entre tous les membres d'une équipe pluridisciplinaire va être primordiale pour savoir l'état d'avancement du patient, qu'est-ce qui est maîtrisé, pas encore maîtrisé, qu'est-ce qui reste à travailler, où est-ce qu'il en est, etc. Donc, primordial. La rééducation, on l'a dit, va être axée dans un premier temps à lutter contre la douleur. Donc, se pose souvent la question de est-ce que je me mets au repos, j'ai mal, je ne fais plus rien,
On sait maintenant qu'aujourd'hui que ça n'est pas indiqué. Il faut par contre doser ses efforts, doser sa rééducation, prendre bien compte de la douleur du patient. On peut commencer par des choses très simples, mais il faut bouger, se mobiliser et ne pas rester sans rien faire. Pour lutter contre la douleur, pas mal de choses peuvent être prescrites. La cryothérapie est intéressante, la physio éventuellement aussi. Les ondes de choc peuvent marcher sur certaines tendinopathies et douleurs notamment d'insertion. Les massages transversales profonds aussi peuvent être une source de travail intéressant. Lorsqu'on prépare à la rééducation, souvent, moi je commence par un travail préparatoire tissulaire pour pouvoir bien déjà détendre tout ce qui est périarticulaire. Il y a quand même des zones clés, on le sait très bien, les pyramidaux, les insertions, des muscles, des gros groupes musculaires vont être intéressants à travailler. Donc le travail sur rouleau est intéressant. Je vous l'ai mis aussi avec une petite balle, voilà, toute simple, ou une balle de tennis, va pouvoir être un travail intéressant de préparation tissulaire. Sont apparus il y a quand même maintenant peut-être une dizaine d'années des appareils type Theragun qui amènent quelque chose vraiment d'intéressant sur la préparation tissulaire et la récupération. Voilà. Ensuite, va débuter la phase de travail de mobilisation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but, puisqu'on va parler surtout de reprogrammation neuromotrice, mais tout type de travail de mobilité, que ce soit en micromobilité, en ostéopathie, en thérapie manuelle, on va travailler en déocaptation et recentrage. Le travail des fessiers, il faut rester assez fonctionnel dans le travail que l'on peut proposer. Donc le travail avec des bandes élastiques, que ce soit le monster walk ou avancer avec les élastiques en maintenant une certaine tension est intéressant pour travailler ces muscles-là stabilisateurs dans leur fonction. Ensuite, on peut travailler aussi en manuel lorsqu'on ressent des déficits sur des groupes musculaires particuliers. Le travail de renforcement musculaire sur machine peut être proposé au début, mais très vite, il faut aller vers un travail le plus fonctionnel possible. Le travail des grands fessiers en pont, voilà, est souvent important. On retrouve, hein, c'est assez fréquent des déficits au niveau du grand fessier qui peuvent amener, moi je l'ai vu chez certains patients, des difficultés à enjamber, à passer des petits obstacles, surtout chez les personnes un peu âgées. Les adducteurs vont être intéressants parce que ça ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais dans tout ce qui est travail de pubalgie, programme de renforcement excentrique des adducteurs, avec tout ce que cela comporte aussi comme autre type de travail que vous pouvez retrouver dans des protocoles comme le Pau Toronto ou le groupe Aspetar qui a fait un très bon travail sur la pubalgie. Je vous conseille d'aller voir leur site et le travail pour la pubalgie si vous voulez en connaître un peu plus sur la pubalgie. Mais voilà, donc le travail des adducteurs est bien sûr est très important. Le travail du tronc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi très important. Il faut apprendre à bien maîtriser le rachis lombo-pelvien. Donc des exercices, j'en ai mis quelques-uns ici, mais tout peut être possible et imaginable. Tester notamment le tronc pour voir s'il n'y a pas de déficit. Donc là, vous avez ici 2 tests fonctionnels validés qui vont vous dire s'il existe des déficits au niveau de la stabilité du tronc et travailler en conséquence si vous trouvez une instabilité à ce niveau-là. Voilà, un autre test, le single leg bridge,
qui, ici, si vous voyez un côté s'affaisser par rapport à l'autre, signalera un déficit musculaire qu'il faudra bien sûr corriger. Le travail des muscles profonds est aussi primordial. Donc là, on peut le faire avec un petit appareil qui mesure la pression que l'on met au niveau du bas du dos avec un manomètre, comme un manomètre de capture de pression, et qui va vous dire un petit peu si vous avez un déficit par rapport à ça, et peut être aussi un outil de rééducation, à savoir mettre une certaine pression que l'on demande et que le patient doit atteindre avec le manomètre. Pour faire des bilans, il existe ce bilan qui est pas mal, même si ce n'est pas forcément spécifique à ça. C'est le bilan fonctionnel de Lequen qui permet, notamment chez les personnes un peu âgées, de voir l'évolution. Donc c'est un bilan qui n'est pas spécifique à la hanche, puisqu'il intègre aussi le genou, mais pour les membres inférieurs, ça permet de voir un petit peu scorer. C'est toujours important, notamment lorsqu'on envoie le patient vers le médecin, donc de montrer l'évolution du patient avant et après rééducation. Donc, on va parler de reprogrammation neuromotrice, donc, qui arrive donc par la suite. Qu'est-ce que la reprogrammation neuromotrice? Eh bien, la reprogrammation neuromotrice, il s'agit bien sûr de tout procédé qui permet de travailler sur la relation entre le cerveau et les effecteurs moteurs, donc tout ce qui est musculaire. Donc il peut s'agir très bien d'un travail proprioceptif qu'on peut avoir en rééducation classiquement, mais aussi un travail sur la gestuelle qui peut être intéressante par la suite, notamment chez les sportifs. Donc pour pouvoir parler de reprogrammation neuromotrice, je vais d'abord vous parler d'inhibition motrice. Donc, c'est un concept d'inhibition motrice, c'est un mot souvent dont on entend parler, mais on ne sait pas trop bien encore, même si on commence bien, enfin, notamment au niveau du genou, à en parler. Il faut savoir que l'inhibition motrice, c'est un mécanisme adaptatif essentiel qui est mis en place par le cerveau, qui permet d'éliminer tous les mouvements parasites lorsqu'il actionne un membre et afin de bien ajuster la motricité. Donc, le cerveau va activer certaines zones, en inhiber d'autres pour pouvoir faire le mouvement le plus optimal possible. Dans le cadre de la rééducation, ce qui va poser problème, c'est l'excès d'inhibition. Cet excès d'inhibition va devenir pathologique parce qu'il va être une limitation d'intégration au niveau du cerveau. Et classiquement, ce que l'on peut retrouver, par exemple, c'est une inhibition du quadriceps lorsqu'on est opéré du genou. Voilà, cette sidération du quadriceps est vraiment une caractéristique des inhibitions motrices. Si on pouvait faire peut-être un parallèle, ça serait avec l'inflammation. L'inflammation, lorsqu'on a une inflammation suite à un traumatisme, l'inflammation est bénéfique pour cicatriser, pour amener sur place tous les éléments qui vont pouvoir aider à la cicatrisation et aussi éliminer les déchets. Ce qui pose problème, c'est l'excès d'inflammation. Si elle perdure, là, ça va devenir problématique. Eh bien, l'inhibition motrice, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que l'inhibition motrice est normale au départ. Ce qui va être anormal, c'est si cette inhibition motrice perdure. Et on va voir ce que ça peut entraîner. Donc, cette inhibition, il faut savoir qu'elle peut toucher aussi bien la qualité de la contraction musculaire, donc qualitativement un muscle, mais aussi elle peut perturber toute l'activation temporelle de tout un mouvement, donc de toutes les contractions musculaires nécessaires pour faire un mouvement. Dans le cadre des inhibitions motrices, donc du coup, l'enchaînement de la motricité va devenir fonctionnel et le cerveau va mettre en place un nouveau mouvement qui va être adaptatif. Et cette adaptabilité, qui on pourrait croire dans un premier temps est bénéfique, ben le problème c'est qu'elle va perdurer, le cerveau n'arrivera plus à revenir à son schéma moteur primaire
Et cette adaptation, on sait très bien qu'à terme, elle va entraîner des conséquences, des fois même à distance de l'articulation, et être pourvoyeur des fois d'autres pathologies. Donc pour schématiser un petit peu la commande motrice, voilà un petit schéma. Ce schéma, donc ici, vous avez tout ce qui est afférence extéroceptive, donc qui vont arriver au cortex pariétal, donc sensitif, qui va intégrer ces informations, faire un relais au niveau du cortex préfrontal et frontal. Il y a à noter aussi que les afférences proprioceptives font un petit relais au thalamus, et ça c'est important, on le verra après. Donc ici, toute cette partie, ce sont toutes les informations qui arrivent au cerveau et qui vont permettre de préprogrammer le mouvement à réaliser. Cette préprogrammation, elle va se dérouler ici, au niveau des noyaux gris centraux, ganglions de la base et thalamus, qui vont faire un schéma, on pourrait dire un brouillon du mouvement à réaliser. Et ce brouillon va être corrigé, adapté. Une fois qu'il est validé à ce niveau-là, il va être envoyé à tout ce qui est l'exécution de la commande motrice, donc les aires motrices, le cervelet, puis après ça redescend, le cortex moteur, puis ça passe dans la tronc cérébral, la moelle, et enfin en dernier, les muscles, donc avec les motoneurones musculaires. Donc, on le voit, il va y avoir deux niveaux où peut poser des problèmes d'inhibition motrice. Donc ces deux niveaux, c'est deux visions qui concernent l'origine de l'inhibition motrice. Une première vision qui est une vision distale, c'est-à-dire que ce sont les informations fournies au niveau articulaire et musculaire qui ne sont pas bonnes. Ces informations, donc on est sur une inhibition motrice d'origine plutôt périphérique. Cette inhibition va entraîner de mauvaises informations, et ces mauvaises informations font forcément biaiser le cerveau qui va, en fonction de ces mauvaises informations, faire un schéma moteur qui va être un peu faussé, et du coup, on va se retrouver avec une inhibition motrice, mais qui serait plutôt périphérique. Pour vous donner un exemple, pour venir au niveau du genou, par exemple, on sait que le gonflement entraîne une réduction de l'excitabilité des motoneurones qui vont empêcher donc les voies descendantes d'activer pleinement, notamment le quadriceps. Deuxième vision, c'est la vision proximale. Donc là, on est plutôt au niveau du cerveau et du cortex moteur. Et c'est au niveau de l'analyse qui est faite au niveau des noyaux gris centraux, donc des ganglions de la base et des noyaux gris centraux, où eh bien, on va avoir une inhibition motrice qui va être plutôt d'origine centrale. Ça peut être une appréhension, ça peut être une peur de la douleur. Le cerveau se dit, tiens, la dernière fois que j'ai réalisé ce mouvement, il était douloureux, ou il y a eu un problème, donc je vais faire différemment parce que je n'ai pas envie d'avoir mal. Et du coup, il va mettre en place un schéma moteur différent, adaptatif. Le problème, c'est qu'après, eh bien, il n'arrive plus à revenir à son schéma antérieur. Et tout le but, nous, du travail en reprogrammation neuromotrice, ça va être de lui remontrer finalement que c'est possible de refaire le bon mouvement. La conséquence de cette inhibition motrice, eh bien, on va avoir plusieurs conséquences directes que l'on va voir, plus ou moins importantes, qui vont entraîner un frein à la rééducation, voire un frein à la fonctionnalité de tout ton membre, vont aboutir, comme je l'ai dit, à des schémas compensatoires qui vont être plus ou moins impactants, et voire même carrément handicapants pour la motricité de nos patients. Et on va se retrouver avec des patients qui évoluent soit plus favorablement, on a l'impression qu'à un moment donné, il n'y a plus d'évolution dans la rééducation, soit ce sont des gens qui vont traîner de cabinet en cabinet parce que ils n'arrivent pas à progresser, ou ils sont toujours douloureux, voire ils vont carrément abandonner la rééducation. Donc c'est assez fréquent que l'on voit arriver, nous, en séance, des gens qui ont des pathologies depuis 1 an, 2 ans, voire plus, vont arrêter la rééducation, ne savent plus vers qui se tourner, et
Et on s'aperçoit que c'est dommage parce que s'il y avait eu ce diagnostic des inhibitions motrices de poser, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Donc les conséquences, donc elles sont plusieurs. Donc vous avez ici des choses qui sont à retenir et peuvent vous évoquer des inhibitions motrices. Ce sont des atrophies musculaires, une baisse de la contraction maximale volontaire, une gêne dans la stabilité de l'articulation et dans sa fonction. Je l'ai dit, donc un retard de rééducation, souvent par une gêne dans le renforcement musculaire, une perturbation du schéma moteur de contraction, et des patients qui vont décrire des douleurs, mais pas des douleurs forcément très aiguës, mais c'est des douleurs plutôt à titre de gêne. Quand je fais ce mouvement, j'ai l'impression d'avoir un sentiment de gêne, d'une corde, c'est douloureux, mais pas forcément coté à plus de 7, 8 sur 10 sur le N. Donc voilà, tout ça doit vous faire penser à des inhibitions motrices. Donc pour faire un diagnostic des muscles, eh bien, on va se baser sur un testing musculaire assez simple, hein, côté de 0 à 5. Donc au niveau de la hanche, ce qu'on va retrouver, et je vous l'ai dit précédemment, c'est surtout des inhibitions motrices au niveau du moyen fessier. Donc pour tester ce moyen fessier, plusieurs possibilités. Soit on le fait en décubitus dorsal, où le patient, vous voyez, est sur le dos, le thérapeute va stabiliser le bassin d'une main et placer à la seconde, donc plutôt sur, pas comme sur la photo, plutôt sur la face latérale de la cuisse. Et on va demander au patient de pousser, faire un contracté relâché vers l'abduction. Ce qu'on va chercher surtout à décrire, ce sont des sensations proprioceptives. La force est une des sensations, mais ça ne doit pas être que la seule. Il faut aussi demander au patient de décrire au maximum où est-ce qu'il sent que ça se contracte, qu'est-ce qu'il sent comme différence entre droite et gauche, est-ce qu'il y a une faiblesse, est-ce qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, une espèce de gêne, une douleur, la sensation de ne rien sentir au niveau musculaire aussi, est souvent quelque chose qui doit vous orienter vers l'inhibition motrice. C'est-à-dire que le patient va dire, quand je pousse, je ne sais pas où ça se contracte, je ne sens rien. Par rapport à l'autre côté où, quand je pousse, je sens bien au niveau du fessier. Bon, ils ne vont pas dire le moyen fessier, hein, ils vont dire plutôt au niveau de la fesse, je sens quelque chose qui contracte, de l'autre côté, je ne sens rien. Autre possibilité, moi que je préfère, c'est les tests en latérocubitus. Donc là, ça permet de faire notamment, parce que ça peut être un muscle qui est assez puissant, notamment chez les sportifs, un break test qui va être beaucoup plus pertinent, où on va tester la résistance, puisque le moyen fessier est plutôt un muscle, et surtout un muscle stabilisateur. Donc on va tester sa résistance au break test, soit jambes tendues, soit pour éliminer le TFL en faisant jambes fléchies, et on va tester bien sûr en comparant droite et gauche. Test fonctionnel pour le moyen fessier, c'est l'appui unipodal, comme vous le voyez sur la photo ici du bas. On demande au patient de se mettre en appui monopodal. On regarde déjà si la stabilité est bonne et s'il arrive à maintenir. On regarde s'il n'y a pas d'inclinaison du tronc droite-gauche, si le bassin ne s'affaisse pas côté contralatéral, voilà, qui signalerait une faiblesse du moyen fessier testé. Attention, il y a possibilité chez certaines personnes de pouvoir maintenir un appui unipodal rien qu'avec le TFL. Donc, si vous suspectez ça, demandez au patient de déverrouiller légèrement, on va dire 15-20 degrés, le genou pour voir si à ce moment-là, on n'a pas une bascule du bassin. Donc, la méthode de reprogrammation neuromotrice avec Aliane, le principe, c'est que on va travailler en partant de l'analytique vers le fonctionnel et éventuellement chez les sportifs, un geste technique particulier. Donc comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, on va se baser sur un triptyque qui est les sensations proprioceptives, l'imagerie mentale et les sons de basse fréquence. Les sensations proprioceptives, on va dans un premier temps les rechercher quand on fait le testing et le bilan. On va faire des analyses souvent photographiques, vidéo, pour voir un petit peu si le patient, et notamment les cerveaux, a mis en place des systèmes de compensation,
s'il y a des déficits au niveau de la gestuelle. Donc là, eh bien, pour la hanche, ce qu'on va analyser surtout, c'est la marche, l'appui unipodal. Chez les gens qui sont en fin de rééducation, ça peut être le saut, etc. Et dans un deuxième temps, on va faire un travail proprioceptif où on va vraiment rentrer sur beaucoup plus de descriptifs de comment j'arrive à contracter, comment j'arrive à faire un mouvement, etc. Le deuxième paramètre de la méthode Alliance, c'est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, elle est très intéressante car il existe vraiment une équivalence neurofonctionnelle entre l'imagerie et l'exécution réelle. Sur cette étude devenue assez célèbre d'Anakawa, qui a été précurseur dans l'imagerie mentale, vous voyez ici sur ce schéma, en haut, les zones du cerveau qui s'allument lorsqu'on fait un stimulus musculaire. Donc tout ça est fait en IRM fonctionnel. En bas, ici en turquoise, vous allez retrouver l'imagerie mentale, où est-ce que les zones du cerveau s'allument lorsque le patient imagine le mouvement. Et le troisième schéma, c'est lorsqu'il réalise le mouvement. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une corrélation entre l'imagerie mentale et le mouvement dans les zones qui travaillaient au niveau du cerveau, notamment le cortex moteur. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet en imagerie mentale de travailler hors action. C'est-à-dire que quand on a un mouvement qui est pathologique, si on ne fait que refaire ce mouvement pathologique, eh bien, ça n'a aucun intérêt parce que le patient ne progressera pas. Donc, en imagerie mentale, on peut travailler sur un mouvement entre guillemets parfait. Le patient va s'imaginer en train de faire le mouvement et va pouvoir, comme ça, travailler à la correction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir une activation des connexions neuronales. On sait aujourd'hui, maintenant, qu'il y a une neuroplasticité au niveau du cerveau, c'est-à-dire que même chez les personnes âgées, il y a toujours possibilité de fabriquer des connexions neuronales et de progresser dans la réalisation d'un mouvement. Donc, on va se servir de ce facteur-là en imagerie mentale. Troisième partie du triptyque de la méthode Aliane, ce sont les sons de basse fréquence. Donc, ces sons de basse fréquence, quels sont leurs intérêts? Il est double. Il y a d'abord une catégorie de sons qu'on appelle le son pulsé, qui va permettre de mettre le cerveau dans un certain mode qu'on appelle le mode alpha. Le mode alpha, le cerveau fonctionne avec des différentes ondes, alpha, bêta, gamma. Donc bêta, c'est le sommeil léger, gamma, le sommeil profond. Le mode alpha, on est juste avant le sommeil léger. Ce n'est pas un état hypnotique parce que le patient est toujours présent, hein. C'est un état où le patient va être relâché. Et il est intéressant ce mode alpha parce que ça permet de hyper activer les aires motrices du cerveau qui fonctionnent préférentiellement avec ces ondes alpha. Les ondes alpha ont une caractéristique, c'est qu'elles vont inhiber toutes les zones autour de l'aire du cerveau qui est en train de travailler, de manière à ce que le cerveau soit focalisé sur ce qu'il est en train de réaliser. Et c'est ce qui va permettre de passer euh, toutes les informations de superficiel, on va dire, à profond. Deuxième type de son, ce sont les sons associés. Donc le son associé, c'est un son choisi par le patient de façon complètement personnelle. Ce son, il va permettre au patient d'être accompagné dans son travail cognitif d'intégration de ce que l'on veut obtenir. Les conditions de réussite, bien sûr, tout ne fonctionne pas, hein. Il y a certaines limites. Alors, première limite, ce sont des capacités cognitives trop dégradées. On va le retrouver surtout en neurologie, où le patient, il faut quand même qu'il y ait une certaine capacité à comprendre ce qu'on lui demande. Donc, des fois, ça peut être compliqué dans certains types de pathologies neurologiques. Deuxième type de limite, ce sont les atteintes bien sûr mécaniques, hein, s'il y a une fracture, s'il y a
une rupture de moelle, de nerf, hein, on fait pas repousser ni les nerfs ni la moelle, donc ça, bien sûr, on le comprend. Et les patients hyperalgiques, dans le sens où des patients avec des douleurs vraiment cotées à plus de 8, 9 sur 10 sur le N vont être trop, on va dire, centrés sur leur douleur et vont pas pouvoir verbaliser et décrire comment ils arrivent à faire leurs mouvements et le ressenti qu'ils peuvent avoir dans tout ce travail de sensation proprioceptive va être perturbé par la douleur. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce procédé hein, n'est pas intrusif. Hein, on n'intègre pas rien dans le cerveau. Il n'y a pas d'effet indésirable ni secondaire. Donc, ça, c'est toujours dit aux patients avant la séance. Hein. Il n'y aura aucune séquelle à faire ce type de séance. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir avec ce type de séance, je vous ai mis une petite vidéo, je l'avais déjà sortie pour ceux qui ont assisté au webinaire au niveau du genou, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette vidéo parce que on voit ce que ça peut amener à une inhibition motrice. Donc là, le cas, c'est une patiente de 18 ans qui est venue pour des douleurs très fortes au niveau du genou, mais vous allez voir sur la vidéo, elle, non seulement elle a un valgus, donc effectivement très marqué au niveau du genou, mais elle a aussi cette bascule du bassin que vous pouvez voir côté donc homolatéral au déficit, où le bassin va complètement partir sur le côté. Donc, une double inhibition motrice, une inhibition motrice sur le genou avec un contrôle du quadriceps qui n'était pas du tout présent, et une inhibition motrice au niveau du moyen fessier qui fait qu'elle n'avait pas du tout de stabilité au niveau de son bassin. Donc c'est une patiente qui s'est présentée à moi 1 an après avoir eu ce problème-là, avec aucune atteinte sur les examens. Les médecins ne retrouvaient aucune atteinte ligamentaire, aucune atteinte articulaire, aucune atteinte osseuse. Seul ce mode de fonctionnement en valgus prolongé avec des douleurs assez intenses au niveau du genou puisqu'elle était sous morphinique et ça faisait 1 an et elle avait arrêté le sport et c'était devenu très dur moralement pour elle. Donc, elle était venue à moi un petit peu par hasard, elle avait entendu parler de cette technique. Donc, on a fait une seule séance où on a travaillé donc, sur son inhibition motrice du quadriceps et du moyen fessier. Et voilà, après la séance, ce qu'on obtenait. Donc, vous voyez au niveau du bassin une parfaite stabilité. Le contrôle du genou, bon, il y a encore un petit peu à travailler, mais on avait quand même un contrôle quasiment fonctionnel au niveau du genou avec plus un valgus prolongé. Donc, ce qui était intéressant, c'est que cette patiente-là avait complètement arrêté la rééducation puisque elle avait des douleurs à chaque fois qu'elle allait en séance. Et donc, du coup, elle ne savait plus vers qui se tourner. Et donc, ce que nous, on amène, c'est pas, voilà, youpi tralala, on fait la séance, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est que là, les inhibitions motrices étant enlevées, elle a pu reprendre sa rééducation, elle a pu progresser et enchaîner ensuite à une phase de réathlétisation. Et depuis, elle a repris le sport. Je vous ai mis quelques bibliographies intéressantes ici que vous retrouverez notamment sur le replay si vous allez en savoir un peu plus. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. On va passer aux questions. Donc sur le petit côté, vous avez un thème questions et on va pouvoir y répondre tout de suite. Alors, première question d'Amine, quel est le nom des 2 tests fonctionnels sur les diapos de travail de tronc? Donc, il y avait le single leg bridge
Et le deuxième, c'est le push-up test. Voilà. Autre question, quel est le déroulé d'une séance? Alors, d'une séance, classiquement, bien, c'est une séance normale, hein, on va commencer par un bilan, voir un petit peu quels sont les déficits que l'on retrouve, tester ses inhibitions motrices. D'abord, on a déjà éliminé, hein, tout ce qui est diagnostic différentiel parce que on vient souvent nous voir en première intention, donc il y a des choses qui sont de notre ressort et puis d'autres qui demandent à être réorientées vers d'autres praticiens, notamment vers le médecin. Donc, on va faire tout ce qui est diagnostic différentiel. Une fois que ça a été validé, qu'on a défini avec le patient quel est l'objectif de la séance et sur quoi on allait travailler, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un travail proprioceptif négatif, c'est-à-dire qu'on va travailler d'abord sur le côté pathologique, ce qui pose problème. On va demander au patient de faire une image mentale de ce côté pathologique. Donc, on appelle ça l'image mentale négative. Une fois que ça c'est fait, on va faire un travail de relâchement et de relaxation. Et c'est là où on va mettre sous les sons de basse fréquence. Et on se sert donc de techniques dérivées de sophrologie, de techniques de relaxation, de respiration, qui durent à peu près une vingtaine de minutes, histoire de mettre le patient dans ce fameux mode alpha. Par la suite, on va travailler sur le côté sain et on va construire cette image mentale positive, donc du côté sain, qui va permettre par image du neurone miroir de travailler sur le côté pathologique. La reprogrammation neuromotrice, donc, elle se fait en 3 fois où on va réintégrer le côté sain sur le côté pathologique. Auparavant, on aura effacé, il y aura une phase d'effacement sur tout le côté qui pose problème. Ensuite, eh bien, on reteste le côté que l'on veut travailler. Et si on avait défini que c'était la seule chose à travailler, eh bien, on s'arrête là. Si il y a éventuellement d'autres choses à travailler, on enchaîne et on repart du début. Ah, Ami n'avait pas entendu le premier test fonctionnel, c'est le single leg bridge. Alors, question de Raphaël. Comment se passe concrètement le travail d'imagerie mentale? Est-ce que vous faites visualiser, focaliser le muscle en fonction ou le mouvement seulement? Alors, je viens de répondre partiellement à ta question, Raphaël. Donc, il y a plusieurs possibilités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on parle de l'analytique et on va vers le fonctionnel. Donc, dans un premier temps, on va rester analytique, on va travailler sur un muscle. On prend l'exemple donc sur la hanche, si on a vu qu'il y avait une inhibition motrice au niveau du moyen fessier, eh bien on va travailler ce muscle-là avec le testing qui nous aura semblé le plus pertinent, où il y aura plus de déficit et le plus de ressenti au niveau du patient. Et on reteste en refaisant le test sur lequel on a travaillé. Et après, on voit si au niveau fonctionnel, par exemple la marche, quelles sont les améliorations. Mais dans un deuxième temps, on peut être amené à reprogrammer carrément la marche. Donc là, faire une visualisation du mouvement et de reprogrammer le mouvement. Voilà. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce qu'on utilise le membre contralatéral? Donc, oui, on se sert du membre contralatéral. Alors, est-ce qu'il y a des études attestant de l'efficacité des sons alpha? Oui, il y a des études qui ont été faites, notamment sur des étudiants. Il y avait une étude qui avait été faite sur comment les étudiants arrivaient à retenir, je crois que c'était une série de mots, il me semble, et en faisant deux groupes, un groupe avec les sons et un groupe sans les sons, et qui ont montré que les sons alpha permettaient au cerveau de retenir beaucoup plus d'informations.
Ça, vous pouvez le retrouver, je ne sais pas si je l'ai mis dans la bibliographie, mais si vous allez sur le site d'Aliane, cette étude, elle y est, donc vous pourrez la retrouver. Alors, on va en trouver d'autres questions. Merci bien, Asmine, oui, il n'y a pas de quoi. Donc ces inhibitions motrices, hein, vous allez les retrouver assez fréquemment. C'est vrai que moi, quand j'ai fait la formation, tout de suite, ça m'a fait penser à beaucoup de mes patients qui avaient du mal à progresser. Vous allez les retrouver au niveau de l'épaule, chez les gens qui ont du mal à récupérer de la mobilité ou qui vont avoir des douleurs à la mobilisation de leurs membres. Donc là aussi, hein, sur l'épaule, par exemple, vous voyez beaucoup d'inhibition motrice, notamment au niveau du deltoïde. Au niveau du genou, donc on en a parlé un peu assez fréquemment sur sidération du quadriceps et sur, par exemple aussi, les instabilités de cheville. On retrouve beaucoup d'inhibition au niveau des péronées latéraux qui, après correction, vont largement améliorer la stabilité de la cheville. Où est-ce que nous pouvons trouver les ondes alpha, gamma, etc. Donc, je pense que tu parles des ondes du cerveau. Donc ça, eh bien, tu vas le trouver sur tout ce qui est travail. Alors, quelqu'un qui a beaucoup travaillé en France et que je vous amène à aller voir, c'est Aymeric Guillot, le professeur Guillot à Lyon, qui a beaucoup travaillé sur l'imagerie mentale et qui parle très bien de tout ce qui est visualisation et imagerie motrice. Bonsoir, le break test est-il modifié dès la fin de la séance dans un exemple comme la jeune femme de la vidéo? Alors c'est ça qui est souvent bluffant et qui peut amener les gens à être un peu incrédules par rapport à tout ça. Mais ça a un effet vraiment on-off, c'est-à-dire que lorsqu'on a une inhibition motrice, notamment d'origine centrale, le cerveau, dès qu'on lui a remontré que ça fonctionnait, il va tout de suite l'intégrer. Donc effectivement, vous retestez derrière le break test et étonnamment pour les patients, eh bien, ils retrouvent toute la force et la stabilité. Donc, c'est des fois assez bluffant. Il y a des gens qui disent: «Oh là là, c'est magique». Moi, j'aime pas du tout ce terme parce que ça amène souvent de la suspicion. Non, on est vraiment sur quelque chose de purement logique et de défaut de connexion au niveau des cerveaux et ce que ça peut amener. Il faut bien comprendre hein, que tout ce qui dirige notre corps, c'est le cerveau. Donc, si le cerveau n'arrive plus à retrouver le chemin pour pouvoir bien contracter ou faire un mouvement, on aura beau essayer de faire répéter. Alors des fois, on peut avoir une action dans la séance, à la fin de la séance, mais dès le lendemain, et ça nous est tous arrivé, de revenir voir, enfin, de voir revenir le patient avec ayant tout reperdu de la séance précédente. Eh bien ça va vous orienter vers les inhibitions. La reprogrammation est-elle définitive ou bien assistez-vous à un retour des inhibitions levées? Alors, il faut savoir qu'à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est pérenne. Nous, on demande souvent aux patients de revenir un mois après parce que, comme je vous les ai dit, une fois qu'on a fait le travail sur l'inhibition motrice, le patient repart en rééducation chez son thérapeute et va progresser sur plein d'autres facteurs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'un mois après, on vérifie si tout fonctionne bien et si éventuellement il y avait d'autres déficits, travailler sur ces autres déficits. Donc oui, la reprogrammation est pérenne et même à distance, vous pouvez retester, il n'y a plus de problème. Comment être certain qu'il s'agit d'une inhibition? Ce qui peut vous amener vers une inhibition, ce sont tous les paramètres dont j'ai parlé. Ça va dire, c'est quelqu'un qui, vous avez eu l'impression que le patient progresse, puis il ne progresse plus. C'est les patients qui vont dire que souvent, heu, ils ne savent plus comment faire un mouvement ou comment contracter un muscle. Ce sont des personnes qui vont vous dire, j'ai une instabilité et j'ai beau travailler, j'ai toujours cette instabilité.
Voilà, tout ça doit vous orienter vers une inhibition motrice. Peut-on vérifier qu'un patient est réceptif à cette méthode? Alors ça amène à ce que j'ai dit aux limites. Moi, sur toutes les séances que j'ai fait, il y a vraiment une seule fois où on a hésité à faire la séance. C'était une patiente qui disait, voilà, moi j'ai du mal à me concentrer, j'ai plein d'images qui m'arrivent dans la tête, je suis un peu hyperactive et effectivement, quand on a travaillé, elle n'arrivait pas à intégrer les informations que je lui donnais. Donc ça a été l'un des rares cas où on n'a pas pu faire la séance. Ensuite, il y a des gens fréquemment qui me disent, vous savez, moi, le lâcher prise, c'est pas mon fort, j'y arrive pas, et puis finalement, rentrent très très bien dans la séance et sont même étonnés de pouvoir le faire aussi facilement et arrivent bien à intégrer les informations. Est-ce que ce type d'inhibition motrice peut apparaître en raison de zones très douloureuses, par exemple post-traitement du cancer? Oui, c'est ce que j'avais évoqué au début, c'est-à-dire que quand on a des douleurs très fortes, on a une inhibition motrice souvent d'origine centrale, le cerveau va mettre une barrière et va chercher à contourner parce que ben, son but, lui, c'est de ne pas avoir mal. Donc, va chercher à contourner la douleur et va inhiber certaines zones qui vont être très douloureuses. Donc, une fois que la douleur est partie, c'est là que vous pouvez avoir en tête les inhibitions motrices. C'est des personnes qui n'ont des fois plus mal et pourtant n'arrivent plus à se servir d'un membre ou d'un muscle. Et là, on est fréquemment en face d'inhibition motrice. Donc oui, ce type d'inhibition peut apparaître en raison de zones très douloureuses, pour répondre à ta question, Raphaël. Donc, on a bah, moi personnellement, moi je travaille beaucoup avec des sportifs, donc j'ai très peu travaillé avec des gens, notamment avec des traitements lourds, cancéreux, etc. Mais ça doit être quelque chose qui peut leur apporter, on va dire, euh, beaucoup en termes de fonctionnalité. Si je pouvais me permettre aussi, c'est que en cette période d'épidémie et de pandémie de coronavirus, on a quand même des gens qui ont été dans des services de réanimation et qui sont restés intubés pendant longtemps et qui sortent de réa avec des troubles musculaires et fonctionnels assez importants et qui partent en centre de rééducation. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Franck Remilleux qui a fait un très bel article qui est passé sur Kiné-Actualité sur comment traiter les patients post-réa Covid et vraiment en reprogrammation neuromotrice sur ce type de patient. On peut avoir vraiment une action très 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 positive et d'accélérateur, je dirais, de retour à une fonctionnalité. Voilà, écoutez, je crois qu'on va pouvoir conclure puisqu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le site d'Aliane. Vous pouvez aussi donc vous former à tout ce qui est détection des inhibitions motrices en allant sur le site mondepc.fr via notre partenaire athlétique pour faire la formation qui est sur une journée sur les inhibitions motrices, soit en présentiel, ça va reprendre assez rapidement, j'espère. Sinon, vous avez cette formation qui peut être faite maintenant de façon dématérialisée chez vous, en plusieurs fois, de votre ordinateur. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site d'Aliane ou sur le site Mon DPC. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Le prochain webinaire aura lieu, je crois, au mois de juillet. Et en attendant, eh bien, écoutez, en cette période
d'amélioration suite au Covid-19. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous.